bienvenue dans l'émission La Grande Interview. Notre invité aujourd'hui est M. Wilfred Piquin, homme politique congolais et écrivain. Vous venez d'écrire un livre, Servi Denis Sassou Nguesso et le Congo, récit d'un parcours inachevé. Alors, la première question que je vais vous poser est que vous êtes jeune, parce que vous êtes né précisément, si je ne me trompe pas, le 4 avril... Le 6 avril 70. Le 6 avril 70, exact. Voilà. Et donc, vous êtes jeune. Donc, pourquoi vous aviez décidé d'écrire ce livre? Merci, M. Simif. D'abord, je tiens à vous remercier de l'honneur que vous me faites pour parler de mon livre sur vos antennes de la chaîne 3A Télé Sud. En fait, mon livre est un récit autobiographique qui retrace mon parcours politique, donc de mon engagement politique en passant par mes responsabilités à la tête de la CNDPI des Kwilu. La CNDPI qui est la Convention nationale pour la défense et la promotion des idées de Denis Sassou Nguesso, et jusqu'aux fonctions de secrétaire général de mairie à Pointe-Noire. Et j'insiste beaucoup dans mon livre sur ce qui m'a contraint à être en exil ici en France. D'accord. Bon, je découvre dans votre livre d'abord que c'est l'honnêteté de vos écrits et puis elle est émouvante parce que souvent c'est difficile de nos jours de voir un homme politique comme vous êtes jeune, prendre la peine d'écrire son parcours et puis aussi d'être honnête dans l'écrit. Vous dites tout ce que vous avez eu. Par exemple, je note que vous n'avez pas passé le bac la première fois. Non. Et la seconde fois était la bonne et elle était à Dolisie. Tout à fait. D'abord, comment va Claudiana? Claudiana. Merci. Claudiana, c'est ma première fille, ouais. Que j'ai eue en allant à Dolisie chercher le bac, parce que mes parents sont installés à Pointe-Noire. Quand je l'ai fait pour la première fois à Pointe-Noire, je l'ai raté. Et après, je me suis donc décidé de quitter Pointe-Noire parce que j'avais une vie un peu excitée de jeunesse, des crises d'adolescence. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, il faudrait que je prenne conscience. Donc, il faut quitter Pointe-Noire, laisser un peu les amis et aller me concentrer pour mon avenir. Et donc, je suis allé à Dolisie, et c'est là où j'ai eu mon bac, et j'ai rencontré ma charmante épouse à Dolisie, et je suis revenu à Pointe-Noire chez mes parents, non seulement avec le bac, mais aussi avec Claudiana, ma première fille, un joli bébé, et que finalement, comme on peut dire, j'ai ramené 2 diplômes à mes parents. D'accord. Le bac et le bébé. Et je découvre que vous avez dit dans votre livre, vous êtes rentré doublement riche, plus riche que vous êtes parti. Mais plus riche parce que j'étais parti juste chercher une seule richesse, c'était le bac, qui ouvre donc la porte aux grandes études, et vous êtes d'avis que lorsqu'on a le bac, on est un peu capable de se projeter dans l'avenir. Mais donc je n'ai pas que ramené le bac, j'ai ramené aussi un enfant, une fille, et donc c'est pour cela que je dis que c'est doublement riche. Doublement riche. Mais en lisant votre livre, j'ai fait déjà un parallèle avec M. Barack Hussein Obama aux États-Unis. Ah, merci. Quelle est votre ambition? Parce que ce n'est pas pour rien que vous écrivez un livre, vous parlez de votre vie et vous parlez des difficultés que vous avez eues au sein de votre parti politique. Mais d'abord, ce que les gens vont se poser des questions. Premièrement, votre livre Servi Denis Sassou Nguesso et le Congo, récit d'un parcours inachevé. L'ambition, vous voulez devenir président de la République? Est-ce qu'on peut interdire à une personne d'avoir des ambitions? Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas pour être président de la République. Vous savez, je suis un homme de conviction, d'une certaine éducation que j'ai donc bénéficié de mes parents. Mais je voudrais revenir un peu sur ce qui a motivé l'écriture de mon livre. Oui. Mon livre est tout simplement
la conséquence d'une lutte de leadership dans la région du Kwilu, à Pointe-Noire, avec certaines autorités locales. Dinosaures. C'est vous qui le dites. Quand j'ai commencé en politique, à la CNDPID, je prenais un certain poids dans l'espace politique régional et même national. Et c'est ce qui, je pense, a fait un peu peur, hein, il faut le dire, et à certains responsables qui ils l'ont dit, hein, que je montais un peu trop en flèche et trop vite. Et ils ont donc tout fait avec des manœuvres de bas étage pour donc m'évincer de l'espace politique au niveau de Pointe-Noire. Mais alors, quand vous lisez mon livre, je pense que c'est une lutte entre deux postures que j'appelle une posture opportuniste qui consiste donc à faire la politique de manière archaïque, liée donc à privilégier les intérêts individuels au détriment des intérêts collectifs, et contre donc la posture militante dont je me réclame, qui effectivement consiste en l'action politique moderne, hein, la politique même au sens noble du terme, qui consiste donc à un certain désintéressement, la foi en un projet collectif et disons, se mettre au service de ses concitoyens. D'accord. Voilà. Mais je découvre aussi, avant d'aller en détail dans votre livre, que vous êtes quelqu'un qui admire profondément le président Denis Sassou Nguesso, et vous avez un de ses livres. Quand je le montre là à l'écran, le livre de Sassou, c'est Homme d'honneur. Il paraît que ce livre, comme vous avez dit dans le vôtre, est comme votre Bible. Mes livres de chevet. Livre de chevet. Mais dites-nous vraiment, pourquoi avez-vous cette admiration pour le président Denis Sassou Nguesso? Vous savez, je suis un enfant des années 70. Je n'ai connu que deux présidents. Sassou est arrivé aux affaires pour la première fois en 79, donc j'avais 9 ans. À cet âge-là, on ne sait rien de la politique, de ce qui se passe dans le pays. Et à mon adolescence, effectivement, on commence à prendre conscience. Et donc, je n'ai connu que Sassou et Elie Souba. Quand je fais un petit point, je regarde un peu mon pays de manière objective. Je me rends compte qu'il n'y a que Denis Sassou Nguesso qui essaie de nous donner quelque chose, de nous léguer quelque chose. D'accord. Je vais le paraphraser. Il avait dit une fois, je ne sais pas si les politiques congolais ont ça en mémoire, qu'il disait, je cite, notre responsabilité, c'est Sassou qui parle, notre responsabilité, c'est de léguer aux générations futures, donc des générations futures du Congo, un pays moderne. Et ça, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un discours, hein, mais c'est une réalité. D'accord. Parce que Sassou, c'est l'homme qui pose des actes, qui réalise, qui développe, qui se bat pour rassembler les Congolais, pour créer les conditions d'unité nationale, de concorde et de paix dans le pays. D'accord. Vous semblez comme vous adorez Sassou. Je suis passionné. Vous êtes un passionné de Sassou. Ouais. À vous entendre, Sassou, c'est vraiment le Jésus des Congolais. Oh, je ne le dirais pas, mais... mais ce monsieur que vous présentez comme un homme bien, sans problème, sans tâche, a été lapidé dernièrement dans votre ville, à Pointe-Noire. Pourquoi cette contradiction entre vous et puis sur le terrain? Il paraît qu'il y a un océan. Vous, il est un homme bien, mais sur le terrain à Pointe-Noire, il a failli, il n'a pas même failli, il a été lapidé avec des cailloux. Pourquoi? Monsieur Smith, dans mon livre, effectivement, l'essentiel de mon livre est axé un peu sur ce que j'ai appelé le déficit communicationnel de la parole présidentielle. Oui. C'est triste, hein, les événements de juillet
2008, 2008, oui. À Pointe-Noire, lors des obsèques du président Jean-Pierre Tister-Tikayan. Personnellement, je ne condamne pas la population, la jeunesse. Oui. Mais je dis que la responsabilité revient aux autorités. Les autorités locaux. Les autorités locales, oui, et les autorités nationales. Oui. Il y a deux responsabilités. Oui. Au niveau local, je le dis et je l'ai dit à qui de droit, qu'il y a eu défaillance à tous les niveaux. Défaillance de qui? Des autorités. Pourquoi? Écoutez, un chef d'État qui arrive dans une ville dans ces conditions de deuil, qui accompagne son frère et ami, et qu'on lui réserve un tel spectacle, mais il faut le reconnaître qu'il y a eu défaillance. Est-ce que vous ne croyez pas que là, c'est parce que la population voit que rien n'est fait? Vous dites bien, peut-être la population ne voit rien. Justement, c'est là où j'axe donc mon discours, surtout dans la conclusion de mon livre, oui. Ce déficit communicationnel. Oui. Le peuple n'est pas au courant de ce que Sassou pense, de ce que Sassou fait, de ce que Sassou veut faire, disons, du projet même de Denis Sassou Nguesso. J'entends tous les responsables dire la nouvelle espérance, mais le Congolais, le jeune du quartier, de mon quartier, Ovonvo, qui entend nouvelle espérance, est-ce qu'il sait ce qu'il y a dans la nouvelle espérance si on ne lui explique pas ce que le président pense de lui surtout? Parce que chacun dans un pays, chaque jeune, chaque personne attend de voir qu'est-ce qui va améliorer sa vie. C'est ça même l'exercice de la politique. Oui. Est-ce que vous croyez que si la vie de ces Congolais ordinaires changeait, est-ce qu'ils ont besoin qu'on communique? Mais vous savez que la meilleure science, c'est la communication. D'accord. Si vous ne communiquez pas, mais vous n'existez pas. Je suis désolé de constater que le président de la République, le président Sassou, avec ses bonnes idées, avec tout ce qu'il fait, souffre de ce déficit chronique qui devient même dangereux. Qui devient très dangereux. Donc ça veut dire que les gens autour de Sassou n'aiment pas Sassou? Je ne le dis pas. C'est à lui de constater. Vous voyez, nous sommes là à la veille des échéances électorales. Oui. Et bon, chacun se demande, mais qu'est-ce que Sassou va faire de moi demain? Bon, il faudrait que je me positionne, il faudrait que je l'appelle à se positionner. C'est comme si le président de la République n'était pas suffisamment responsable pour se décider soi-même. Moi, je demanderais à ces responsables politiques, à tous ces partis politiques, au lieu de se demander qu'est-ce que Sassou va faire d'eux, ils devaient plutôt se dire qu'est-ce qu'ils doivent faire pour Sassou. D'accord. Écoutez, le président de la République est là, il fait un travail, mais ce qu'ils doivent faire, c'est expliquer ce que le président est en train de faire. Il y a un bilan, nous sommes aujourd'hui à la fin du premier septennat de Sassou. Oui. Mais n'utilisez pas, je leur dis, n'utilisez pas Sassou comme un char, comme un blindé que vous allez mettre devant et vous vous cachez derrière pour que le blindé reçoive tous les coups. Non, vous devez vous mettre devant, vous réduire, entre guillemets, vous réduire en simple militant pour aller expliquer la parole présidentielle, les projets de Sassou, ce qu'il pense des populations, ce qu'il pense du pays, qu'est-ce qu'il va réaliser, qu'est-ce qu'il compte faire. Et vous, monsieur Piken, que pouvez-vous faire pour monsieur Sassou, pour que ces réalisations soient connues de la masse congolaise? Qu'est-ce que pouvez-vous faire? Si aujourd'hui, M. Sassou dit, alors M. Piken, vous avez bien écrit un livre, vous avez commencé un boulot inachevé qui vous a même poussé à l'extérieur, que allez-vous faire pour lui? Mais effectivement, mon livre, c'est un récit d'un parcours inachevé. Oui. Vous savez, la CNDPID, qui est donc la Convention nationale pour la défense et la promotion de ses idées, oui. était un instrument de propagande, de promotion oui. des idées du président de la République. Oui. Quand j'animais cette structure au Congo, ma préoccupation, c'était de tenir informées les populations de l'action du président de la République. Oui. C'est pour cela même, je vous cite un exemple, en mai 2005, le 5 mai 2005, j'avais pris dans le discours du président une idée qu'il avait lancée, alors qui était une grande réforme, notamment la remise en cause courageuse des partis et associations politiques. J'ai pris ce discours et
je l'ai exploité. J'ai organisé une grande conférence à Pointe-Noire qui a connu la participation d'un grand opposant. D'une autre personnalité, notamment le ministre Charles Zacharie Boao, qui a été conférencier à cette tribune, pour expliquer ce que le président entendait par remise en cause courageuse des partis et associations. C'était une grande réforme qui allait tirer notre pays vers le haut. Malheureusement, les gens ne comprenant pas, je ne sais pas s'ils font semblant de ne pas comprendre la parole du président, mais cette réforme, malheureusement, n'a pas pu germer. D'accord. Mais Monsieur Piquin, je découvre dans votre livre que quand vous militez au Congo, il y avait des gens qui ne voulaient pas de vous. Est-ce que vous pouvez nous citer une des personnes qui étaient contre vous? Mais non. Vous ne citerez pas. Non, le problème, si j'ai écrit ce livre, oui. Ça y est, l'apparition de ce livre, oui. C'est la fin de la polémique. Oui. Je ne m'inscris pas dans la polémique. On est exposé aux erreurs. Nous sommes humains. Oui. Certains responsables ont commis des erreurs à mon endroit. Peut-être que moi aussi j'ai commis des erreurs. Mais je pense que ce qui nous unit aujourd'hui est plus fort que ce qui comme vous étiez très dynamique, beaucoup de gens voyaient que vous voulez marcher sur les pieds. Les uns et les autres pensaient que je pouvais être... je ne sais pas moi, gouverneur de Pointe-Noire. Donc il fallait un peu me casser pour que le président, pour que je ne sois pas trop visible aux yeux du président de la République. Oui. Vous savez, c'est ça la politique. Mais la mauvaise politique en fait. L'un de vos réussites est que vous avez fait inviter un opposant dans l'un de vos meetings et qui avait vos conférences, il a fait un thème sur quel président pour le Congo. D'abord, le nom de cet opposant-là, c'est qui? Parce que dans votre livre, vous ne voulez pas citer. Je suis très heureux que vous avez bien lu mon livre. Oui, j'ai pris la peine pour lire. Oui, c'était effectivement en 2002, à la veille des élections présidentielles. J'avais, au nom de la CNDPID, créé ce que j'avais appelé à l'époque la Ligue des associations du Kwilu pour la victoire de Denis Sassou Nguesso, l'ACVD. C'est mon instrument. J'avais fédéré près d'une trentaine des associations pour mener ensemble la campagne du président. Et donc, à la faveur de la sortie officielle de cette structure, j'avais organisé une conférence débat. Et l'un des conférenciers était donc... le ministre Ikondi Akala. Je cite le nom. D'accord, c'est bien. Le ministre Ikondi Akala, qui, tout le monde le sait, les Congolais le savent, c'est prise de position vis-à-vis du président Sassou. Et j'ai convaincu ce monsieur parce que c'est un monsieur dont j'admire beaucoup, plein de qualités. C'est même une référence pour notre pays. Je l'ai convaincu de nous rejoindre dans notre structure pour qu'ensemble, qu'on conduise le président Sassou à la victoire en 2002. Et ce monsieur a accepté et il a donc eu la responsabilité de d'animer une conférence sur quel président pour le Congo de demain. D'accord. Et son discours avait porté ses fruits, puisque le président Sassou a été élu au premier tour. D'accord. Alors, mais ne voyez-vous pas que M. Piquin, en invitant un monsieur, il s'appelle M. Ikondi Akala, ministre Ikondi Akala. Ministre Ikondi Akala, il y a des autres classiques du PCT dans votre région qui vont se dire, mais ce monsieur-là, il veut venir nous enlever notre opportunité. Je me demande qu'est-ce que nous voulons finalement? Qu'est-ce que la politique? Pour moi, la politique, c'est se mettre au service du peuple, au service de la nation. Ce n'est pas les intérêts personnels, individuels qui doivent primer lorsqu'on veut faire de la politique. Moi, en invitant le ministre Ikondi Akala, si ça peut créer des jaloux ou irriter certaines personnes, ce qui compte pour moi, c'est ramener, si je le peux, un grand nombre de personnes à adhérer aux idées du président de la République. D'accord. Parce que ce qui compte pour moi, c'est le président Sassou, le reste... Tu t'en fous. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils font. Mais la vraie politique dans le pays, c'est faire la promotion des idées du président de la République. Mais attendez, mais Sassou, c'est une grande personnalité. Tout ce qu'il fait en Afrique, tout ce qu'il fait dans son pays, c'est méconnu au niveau international. Et vous allez faire que ça soit reconnu comment? J'avais commencé, c'est pour cela que mon travail est inachevé. Je suis au service du président Sassou. Donc ça veut dire votre travail inachevé. Là, c'est dire à M. Sassou que
vous êtes à sa disposition. Mais vous l'avez dit. Bon, je crois que c'est vous aussi qui le dites, hein, parce qu'il achève. Donc, M. Sassou, j'espère qu'il va vous écouter et vous appeler. Et s'il vous appelle là, vous allez prendre vous voulez quelle responsabilité? C'est le président. C'est lui qui décide. Il est le seul faiseur de roi. D'accord. Et je voulais vous dire qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que le président Sassou appartient à un clan. Parce que certaines personnes, certains responsables se comportent comme si Sassou était leur propriété. Sassou n'est pas un instrument. Donc ça veut dire Sassou... Sassou appartient à tous les Congolais. Donc il est encerclé, il y a des gens qui empêchent, qui ne voient la réalité, si vous comprenez. Mais écoutez, dans les rouages de la politique, tous les hommes d'État ont un certain cercle qui peut ou ne pas être fermé. La preuve en est qu'ils ont été surpris de vous voir invité par M. Sassou à Pointe-Noire. Quand j'ai été reçu par le président de la République en sa résidence privée à Pointe-Noire, ça a surpris mes aînés du Kouilou qui pensent que pour aller vers le président, il faut forcément passer par eux. D'accord. Mais ce n'est pas ça la politique. Sassou appartient à tout le monde. Celui qui veut voir le président peut aller le voir. Celui qui veut travailler pour le président, il faut qu'on laisse les gens faire ce dont ils croient. Moi, je crois en Sassou. J'ai la forte conviction pour ce qu'il fait. C'est sans calcul d'ailleurs. Bon, monsieur, je sais, vous avez aussi eu le soutien d'un certain Jean-Claude Ibovi, qui est cette personnalité qui vous a tellement aidé malgré toutes les difficultés que vous aviez eues. Jean-Claude Ibovi, c'est, comme on dit chez nous au Congo, c'est mon frère. D'accord. C'est mon frère. En politique, c'est pour moi un parrain. Tout ce que je fais, ce que je suis devenu en politique, c'est grâce à Jean-Claude Ibovi. Parce que c'est un homme de conviction, c'est quelqu'un qui soutient le président. C'est d'ailleurs le premier défenseur et le premier promoteur des idées du président Sassou au pays, au Congo. Oui. Et donc, moi, je ne viens qu'en deuxième position. D'accord, ça c'est bien. Bon, comme on n'a pas assez de temps, je vais vous poser des questions sur des personnalités politiques au Congo. D'abord, que pensez-vous de Mathias Nzong? Mathias Nzong a été ministre des Finances dans le gouvernement de Sassou. Quelle réforme a-t-il menée pendant qu'il était ministre des Finances? Qu'est-ce qu'il a reproché à Sassou pendant qu'il était en exercice au ministère des Finances? Quelle position avait-il pris pendant qu'il était au ministère des Finances? Vous dites ça parce qu'il est contre Sassou aujourd'hui? Aujourd'hui, mais voilà. Il n'est pas contre, il a le droit de te présenter comme candidat ou pas? Vous savez, Sassou a l'habitude de dire qu'il voit souvent des souris partout. Même à Pointe-Noire, il a vu des souris. Mais ce que je lui demande aujourd'hui, c'est d'essayer de nettoyer la cour, de nettoyer la maison, de dessouriser la maison Congo. Parce qu'il y a trop de souris. Alors, M. Ange Pungui. Pungui aussi a été dans le gouvernement Sassou Premier ministre. Pendant 5 ans. Sassou a créé ses adversaires, si je comprends. C'est l'ingratitude. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un M. Alain Akwala? Alain Akwala, c'est un ministre de Sassou, c'est le porte-parole du gouvernement. Ben, il fait un travail remarquable, que j'apprécie bien. Écoutez, il a des qualités. Je lui demanderais de ne pas attendre pour réagir, parce que ça paraît comme des réactions intempestives. D'accord. Mais il faut que la parole du président, les décisions du gouvernement soient communiquées. Il ne faut pas attendre qu'il y ait quelque chose à Paris, qu'il y ait quelque chose quelque part dans le monde, qu'il y ait une critique sur le président pour riposter. Vous savez, c'est comme à la guerre. Si vous attendez que l'ennemi arrive à la porte de votre maison, ben vous serez surpris. D'accord. Il faut communiquer pour arrêter, pour empêcher les gens à penser le contraire de ce qu'est le président Sassou. Et le Premier ministre Isidore Mvouba? C'est une grande personnalité que j'admire beaucoup. C'est un homme de conviction aussi, fidèle à Sassou. Je souhaite ressembler un peu à ces gens-là. Je souhaite faire école auprès de ces gens-là. Malheureusement, je parle de Paris. Bon,
j'espère que j'aurai l'occasion d'être auprès de ces messieurs pour faire école. Pour faire école. Donc, pour la campagne présidentielle, vous rentrerez pour faire la campagne pour le président. Ben, je profite de votre émission, je vous fais cet honneur-là, Oui. de lancer un slogan que j'ai rêvé. D'accord. Je ne fais pas le Martin Luther King. Oui. I'm my dream. Yeah, you have a dream. Le slogan que je lance pour la campagne de Sassou, c'est « Avec Denis Sassou Nguesso, le changement dans la continuité ». D'accord. Et ce slogan, je le lance de Paris, de la Seine, et ça va passer par le fleuve Congo, et ça va aller se coucher à Pointe-Noire dans l'océan Atlantique pour la victoire de Sassou en 2009. C'était la grande interview avec Eli Smith. Mais si vous voulez réagir à cet entretien, écrivez-nous à rédaction@telesud.com.